Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va très certainement venir confirmer, si vous ne le pensiez pas déjà, que les comportements humains peuvent être étranges. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous garantis qu'il y aura des choses surprenantes dans cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Instagram et sur Twitch. Bien, maintenant que tout ceci est dit, nous pouvons désormais commencer. Nous sommes en novembre 2010, lorsque Tina Herman, une maman de 2 enfants, ne se présente pas sur son lieu de travail au Dairy Queen, une chaîne de restauration américaine. Et bien que l'absence d'un employé au sein de son entreprise n'apparaît pas être une chose extraordinaire, pour Tina Herman, ça l'est. Habituellement et depuis plusieurs années, Tina est une salariée particulièrement fiable, et si elle ne devait pas se rendre sur son lieu de travail, elle aurait prévenu par n'importe quel moyen. La situation est d'ailleurs si perturbante et anormale que Valerie Haythorne, sa supérieure, décide de se rendre à son domicile pour voir ce qu'il se trame. Et une fois que la supérieure hiérarchique se présente à la porte de la maison de Tina et toque, aucune réponse ne lui est faite. Elle constate alors, en observant autour d'elle, que la voiture de Tina est absente et qu'il y a une autre voiture dans son allée. Les lumières à l'intérieur du domicile sont allumées, mais la porte d'entrée, elle, est verrouillée. Il n'y a toujours aucune réponse. Inquiète et pensant qu'un accident aurait pu se produire, Valerie Haythorne décide de faire le tour de la maison et d'entrer par l'arrière. En effet, à cet endroit de la maison, l'une des fenêtres était ouverte. Elle pénètre donc à l'intérieur et ce qu'elle y trouve l'horrifie. Une quantité phénoménale de sang est répandue sur le sol. Elle comprend immédiatement qu'il y a eu un problème dans cette maison. Valerie Haythorne décide de quitter les lieux pour 2 raisons. D'une part, parce qu'elle est paniquée, et d'autre part pour ne pas détruire les éléments d'une potentielle scène de crime. Et par la suite, elle contacte la police. Et elle va détailler l'ensemble de ce qu'elle a pu entreapercevoir lorsqu'elle était à l'intérieur. Le sang, l'état de la maison et l'absence de réponse. Lorsque les premiers agents arrivent sur place, ils comprennent immédiatement, tout comme Valerie Haythorne, que quelque chose de dramatique s'est déroulé. Néanmoins, ils ne trouvent absolument personne, de vivant ou de mort, à l'intérieur de la maison. Un avis de disparition est alors délivré pour Tina Herman, ainsi que pour ses 2 enfants, Sarah Maynard, âgée de 13 ans, et Cody Maynard, âgé de 10 ans. Et la disparition est également signalée pour la propriétaire de la voiture qui se trouve dans l'allée, Stephanie Spring, dont on n'a aucune trace. Comme très souvent, les proches de la famille sont les premiers à être interrogés, et Greg Borders, le petit ami de Tina, n'y échappe pas. Celui-ci explique que depuis quelque temps, il n'arrive pas à la joindre, et que cela ne le surprenait pas puisqu'ils étaient en procédure de séparation, même s'ils avaient déjà vécu ensemble. Celui-ci explique que la rupture est consentie par les 2 parties, qu'elle est amicale et qu'il n'y a aucune hostilité entre les deux, et que la dernière fois qu'il a parlé à Tina, c'était la nuit précédant sa disparition et par SMS. Les enquêteurs conservent le petit ami sur leur radar puisque celui-ci, en train de se séparer de Tina, pourrait potentiellement avoir un mobile dans sa disparition. Néanmoins, ils n'ont aucune preuve pouvant le relier à celle-ci, ils continuent alors leur recherche. Un autre homme est interrogé, Larry Maynard, qui est le père biologique des enfants, Sarah et Cody. Et là encore, la rupture entre Larry et Tina s'était déroulée de manière amicale, et il n'y avait aucune raison de suspecter Larry, qui en plus de ça, avait un alibi en béton. En outre, celui-ci semblait particulièrement désemparé de la disparition de sa femme et de ses enfants. Effectivement, certains pourraient jouer la comédie au point de faire croire qu'ils sont réellement tristes, mais là, les policiers vont le croire. Après cette première salve de questions auprès des proches de Tina, il semblerait que l'enquête piétine. La description alors de la femme et des enfants est envoyée aux médias. La police va également élargir le champ des personnes à questionner, et ils vont se rabattre en premier lieu sur les voisins pour savoir s'ils ont aperçu quoi que ce soit. Un avis de recherche concernant la voiture de Tina est également mis en avant pour essayer de la retrouver et obtenir peut-être certains indices. Et très rapidement, elle va être localisée dans un parking d'un collège à peu près à une dizaine de kilomètres de la maison de Tina. Et alors que les agents de police, ainsi que ceux de la police scientifique, sont en train de prudemment s'approcher de la voiture de Tina pour essayer de découvrir des indices, il remarque un rôdeur. Un homme étrange est là, en train de errer dans le parking. Son comportement est suffisamment perturbant pour les officiers de police qui décident alors de l'interroger. Il lui demande en premier lieu son identité, qu'il décline comme étant Matthew Hoffman, âgé de 30 ans. Il lui demande en second lieu ce qu'il fait ici
et il raconte qu'il attend sa petite amie qui doit venir le chercher. Bien que ces agissements puissent paraître inhabituels, les policiers n'ont aucune raison d'approfondir l'interrogatoire ou même de l'embarquer. Ils le laissent donc repartir. En parallèle, des recherches encore plus approfondies sont menées dans la maison de Tina Hermann et des recherches également dans les bois et les lacs alentours sont engagées. Des équipes de plongeurs sont déployées, mais également des bateaux, des hélicoptères, un large dispositif pour essayer de retrouver ces 4 personnes mystérieusement disparues. Et au domicile de Tina Hermann, les policiers vont découvrir des sacs en plastique provenant de Walmart. Il se trouvait à l'intérieur une boîte contenant normalement des sacs poubelles. Et le plus intéressant pour les policiers est le reçu qui se trouve à l'intérieur de ces sacs, puisque cela permet aux policiers de se rendre précisément au bon Walmart où ont été achetés potentiellement ces sacs poubelles. Et ils s'intéressent tout particulièrement à ces sacs poubelles et notamment leur achat, parce que selon eux, s'il y avait eu un agresseur, il aurait pu décider de les acheter pour se débarrasser des corps. Direction alors le Walmart local pour observer la vidéosurveillance et découvrir qui est l'auteur de cet achat. Et même si les enquêteurs dans un premier temps n'avaient que très peu d'espoir par rapport à cet indice, en réalité, leur flair a très bien fonctionné, puisque la personne qu'ils observent en train d'acheter les sacs poubelles sur les images de vidéosurveillance n'est ni plus ni moins que Matthew Hoffman, la personne qui rôdait dans le parking. Voici enfin matière à faire décoller l'enquête, et il est temps d'agir et rapidement, puisque Matthew Hoffman, désormais, sait que la police a retrouvé la voiture et qu'elle s'active. Et il est nécessaire aussi d'agir rapidement, puisque Tina et les 3 autres personnes sont peut-être encore en vie. Une équipe du SWAT, l'équivalent américain du GIGN français, est déployée à la maison de Matthew Hoffman. Et leur découverte va être pour le moins surprenante. L'équipe d'intervention fracture sans ménagement la porte du domicile de Matthew Hoffman, y jette une grenade aveuglante et pénètre à l'intérieur pour l'arrêter puisque celui-ci se trouve endormi sur son canapé. Le suspect est projeté violemment au sol et maîtrisé pendant que d'autres agents du SWAT continuent de parcourir la maison. Et partout où ceux-ci tournent la tête, ils découvrent des feuilles d'arbres. Et on ne parle pas là d'une ou 2 feuilles qui se trouvent à gauche à droite, mais de centaines, voire de milliers. Le salon en est d'ailleurs recouvert d'une couche d'à peu près 1 mètre. Les agents sont surpris et ils se demandent ce qu'ils vont trouver de plus là-dedans. Y a-t-il des armes, de la drogue ou potentiellement autre chose? Eh bien non. Les feuilles sont simplement entassées, comme ça, dans la maison. Il s'avère en réalité que Matthew Hoffman a développé une obsession pour les arbres. Et pas uniquement les feuilles, mais on y reviendra. La police continue de parcourir la maison, et lorsqu'ils atteignent la salle de bain, ils découvrent à l'intérieur de celle-ci des centaines de sacs de feuilles contre les murs. Ceux-ci sont empilés comme si Matthew Hoffman avait essayé de créer une barrière acoustique contre ces murs. Dans la cuisine, les seuls vivres dont dispose Matthew Hoffman sont 2 écureuils morts se trouvant dans le congélateur. Et toujours aucune trace de Tina, Sarah, Cody ou bien Stéphanie. Il reste néanmoins une partie de la maison à visiter, le sous-sol. Lorsque les agents du SWAT descendent, ils vont alors découvrir une jeune fille âgée de 13 ans. Il s'agit de Sarah Ménard. La jeune fille est pieds et poings liés, étendue là, sur un lit fait de feuilles. La jeune fille semble terrorisée et elle porte sur elle uniquement un sac plastique dont des trous ont été faits pour passer les jambes. Une sorte de couche de fortune, mais la jeune fille, bien que perturbée, semble indemne physiquement. Celle-ci demande sans cesse si elle est en retard pour l'école et si son chien va bien. Elle n'a pas connaissance de ce qui est arrivé au reste de sa famille et elle détaille à la police qu'elle a fait tout ce que Matthew Hoffman lui avait demandé car il avait promis de la libérer avant Noël. Sarah est donc conduite à l'hôpital pour des examens supplémentaires et être interrogée encore une fois avant d'être renvoyée chez son père. Et même si la fillette de 13 ans a été retrouvée, sont toujours portés disparus sa mère, Tina, son frère Cody et la voisine Stephanie Spring. Et dans la maison de Matthew Hoffman, des indices intéressants vont être retrouvés, et notamment un nouveau ticket de caisse indiquant que celui-ci a acheté des gants, du ruban adhésif et 2 couteaux. En observant plus en détail également les murs de la maison, les policiers découvrent qu'il y a des dessins comme le signe de la paix dessinés un peu partout avec d'autres qui n'ont aucune signification. Des noms sont également inscrits au marqueur noir sur les murs. Et en prenant du recul, on constate que cette maison appartient à une personne perturbée. Alors que les recherches sont toujours en cours au sein du domicile de Matthew Hoffman,
Celui-ci, en parallèle, est interrogé au commissariat. Et les agents de police qui le questionnent le décrivent sans surprise comme une personne étrange et erratique. Celui-ci avait pour habitude de se nourrir d'écureuils, mais aussi d'autres petits animaux. Il s'installait également dans son jardin, assis devant un feu. Mais surtout, et vous l'avez compris, Matthew Hoffman a une obsession pour les arbres, et il était d'ailleurs à un moment donné arboriculteur. Et bien qu'il semble que cette profession eût été l'emploi idéal, celui-ci a été licencié. Les policiers vont alors vérifier ses antécédents judiciaires. Et ils découvrent qu'en 2001, alors qu'il est âgé de seulement 20 ans, un incendie, un cambriolage, une agression et un vol de véhicule sont listés sur son casier judiciaire. Et l'ensemble de ces crimes se sont déroulés au même moment, puisque pour couvrir un cambriolage, Matthew Hoffman avait mis le feu à une maison et avait volé une voiture, et bien entendu, il avait également agressé certaines personnes. Et pour ça, il avait été condamné à 8 ans d'emprisonnement. La voisine de Matthew, d'ailleurs, a été interrogée aussi. Donna Davis explique que celle-ci ne laissait jamais ses enfants seuls à l'extérieur lorsque celui-ci y était également. Elle décrit un homme perturbé et solitaire qui, par moments, s'installait dans son arbre pour écouter ce qu'il se passait dans la maison voisine. Il faut dire que depuis son licenciement, Matthew Hoffman n'a pas grand-chose à faire pour combler ses journées. Et en plus de ça, il commence à être à court d'argent. Et l'enlèvement de Sarah ainsi que la disparition des 3 autres personnes pourraient être simplement liés à un cambriolage en réalité. Et la police n'obtient pas la version de Matthew qui décide de ne pas leur parler, et il reste muet. Des heures se passent sans que Matthew ne décoche un seul mot, et finalement, la police va décider de le renvoyer en cellule et attendre le lendemain matin pour une nouvelle session d'interrogatoire. Et la nuit semble avoir porté conseil à Matthew, qui va décider de parler à la police, expliquant qu'il a fait un cauchemar cette nuit-là et qu'il était donc obligé désormais de passer aux aveux. Et celui-ci ne délivrera les informations que si ces conditions sont respectées. Et elles sont quelque peu étranges. Celui-ci souhaite qu'un scénario bien précis soit respecté. Il va écrire l'ensemble de ses aveux et expliquer où se trouvent les corps des autres personnes et donner ceci à un avocat. Une fois fait, il tentera alors de s'échapper et il souhaite qu'un agent spécial lui tire dessus pour l'abattre. Et une fois que celui-ci sera mort, alors, à ce moment-là seulement, l'avocat pourra transmettre les aveux auprès de la police. Évidemment, les policiers ne cèdent pas à ces conditions. Et Matthew Hoffman va de toute manière parler. Mais les policiers ne s'attendent pas à ce qu'il y ait la possibilité de retrouver les 3 autres personnes, puisque vous l'avez entendu, Matthew Hoffman a commencé à se trahir lorsqu'il expliquait qu'il indiquerait l'emplacement des corps à l'avocat. Les aveux de Matthew Hoffman commencent alors, et celui-ci explique qu'effectivement, il s'agit d'un cambriolage à l'origine. Il a repéré la maison et s'est installé devant elle une nuit auparavant. Il s'est posté avec sa voiture devant la maison de Tina Herman, puis s'est endormi. Et s'est réveillé, à l'aube, toujours dans sa voiture. Matthew Hoffman a remarqué qu'il y avait 2 voitures garées dans l'allée de la maison. L'une d'entre elles, une voiture grise, a quitté l'allée, et puis Matthew s'est rendormi. Il s'est réveillé à nouveau à 9h du matin et attendait que la dernière personne présente dans la maison quitte les lieux. C'est chose faite, il n'y a désormais plus personne dans la maison et Matthew Hoffman traverse la rue pour se rendre à la porte d'entrée et celle-ci est verrouillée. En revanche, la porte du garage quant à elle n'est pas tout à fait fermée et l'homme réussit à se glisser en dessous. Une fois dedans, il n'a plus qu'à fracturer la porte qui sépare le garage de la maison, ce qu'il fait et il est environ 10h30. L'homme explique qu'il fait le tour de la maison pour s'assurer qu'il n'y a personne. Il détaille aussi que, à ce moment-là, même s'il n'a rien volé, il a l'adrénaline qui monte en lui. L'excitation qu'il ressent d'être à l'intérieur d'une maison qui ne lui appartient pas le paralyse un peu. Mais au bout de quelques minutes, il finit par reprendre ses esprits et part à la recherche des objets de valeur qu'il pourra emporter. Mais ses recherches sont infructueuses, il ne trouve rien de valeur réellement, et cela fait déjà une bonne heure qu'il se trouve à l'intérieur de la maison. C'est à ce moment qu'il aperçoit, alors qu'il se trouve à l'étage, quelqu'un arriver dans l'allée. Matthew est pris au piège. Hormis passer par une fenêtre du premier étage, il est coincé puisque les personnes arrivent par l'entrée. Mais celui-ci a amené pour ça un couteau dans le cas où cette situation se présenterait, afin qu'il intimide les personnes qui entrent dans la maison
et qu'il puisse s'échapper. Matthew Hoffman se trouve alors dans une chambre et une femme va entrer à ce moment dans la pièce où il se trouve. Il lui fait donc face avec le couteau, la menace et l'enjoint de s'allonger sur le lit, ce qu'elle fait immédiatement. À ce moment-là, l'homme frappe plusieurs fois la femme à la tête pour essayer de l'assommer, mais cela ne fonctionne pas. Matthew Hoffman commence à paniquer et au même moment, une deuxième femme pénètre dans la chambre. Des cris commencent à retentir. L'homme est complètement perdu et ne sait plus quoi faire. Matthew Hoffman saisit alors son couteau et poignarde à 2 reprises la femme qui se trouve sur le lit. Il poursuit alors la seconde femme qui était en train de s'échapper. Cette seconde femme, c'est Stéphanie. Celle-ci, lorsqu'elle est rattrapée, sera perforée à 2 reprises au niveau de la poitrine par le couteau de Matthew. Après ça, l'homme va faire demi-tour et retourner dans la chambre où se trouve donc Tina Herman et va la poignarder une nouvelle fois à 2 reprises. Matthew Hoffman explique qu'à ce moment-là, les 2 femmes sont décédées et il se rend ensuite là où se trouve le chien pour le tuer également puisque celui-ci n'arrête pas d'aboyer. Matthew Hoffman continue de détailler les faits. Et il explique qu'il a pris la décision de se débarrasser des corps et de mettre le feu à la maison. Pour ce faire, il décide d'emmener les 2 cadavres dans la salle de bain, les dépose dans la baignoire et commence à les découper et à les démembrer. C'est alors qu'il a utilisé les sacs poubelles pour y placer les parties de corps des 2 femmes qu'il venait de tuer. Pour charger les corps, il a rentré l'une des voitures dans le garage et était en train de charger les sacs à l'intérieur. Et à ce moment, 2 enfants sont entrés. Une jeune fille qui a couru immédiatement vers les chambres et le jeune garçon qui n'a pas eu le temps de réagir puisque Matthew Hoffman l'a poignardé. Le jeune garçon n'avait aucune chance de survivre puisque la lame du couteau s'est plantée à plusieurs reprises au niveau de sa poitrine. Dans la foulée, Matthew Hoffman a couru vers les chambres pour rattraper la jeune fille et lorsqu'il s'est trouvé face à elle, a décidé de ne pas la tuer. Matthew Hoffman explique qu'il n'avait aucune intention de tuer ces personnes et qu'il avait choisi cette maison pour entrer par effraction à l'intérieur parce que le voisinage était clairsemé. Il explique que cette tournure dramatique des événements a eu lieu parce qu'il a paniqué, tout simplement. Matthew Hoffman va également préciser un peu plus tard que la jeune fille, Sarah Maynard, a été agressée sexuellement au cours des 5 jours de sa disparition. Et l'homme explique qu'il la traitait bien, il lui a amené des hamburgers, il lui permettait de regarder un film, ils ont même apparemment regardé Iron Man ensemble, et il lui donnait également des livres à lire pour s'occuper, comme si il était en train d'expliquer que cette situation était attendrissante de sa part. Désormais, nous savons que Tina, Stéphanie et Cody sont décédés. Mais où se trouvent les corps alors? Matthew finalement accepte de montrer à la police où il a caché les corps. Et il faut alors se rendre, presque sans surprise, au niveau d'un arbre. Et plus précisément dans la réserve naturelle de Kokosing, proche de Fredericktown, puisque c'est là-bas que se trouve un arbre creux d'une hauteur de 18 mètres. C'est ainsi que les enquêteurs vont trouver à l'intérieur de ce tronc les cadavres démembrés et mutilés des personnes, ainsi que du chien. Et pour transporter les sacs contenant les corps et les membres des personnes, à 18 mètres de hauteur, les policiers sont perplexes. Matthew Hoffman va alors expliquer qu'il a utilisé un système de poulies pour emmener tout là-haut ces sacs poubelles. Avec cette macabre découverte, l'enquête prend fin et le procès débute. Matthew Hoffman va être inculpé pour 10 crimes en tout, et notamment meurtre aggravé et viol. Celui-ci va finalement plaider coupable et il sera condamné à de la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle, et c'est tant mieux comme ça. A noter que les experts ont effectivement décelé chez Matthew une obsession pour les arbres, bon, ce qui n'était pas si compliqué finalement à constater, mais qu'il n'y avait là pas de quoi remettre en question sa santé mentale. En tout cas, de la remettre en question au point qu'il n'aille pas en prison et plutôt dans un centre spécialisé. Sarah Maynard, la petite fille de 13 ans violée par Matthew Hoffman, n'a pas eu un avenir réellement radieux, puisque de retour chez son père, elle a subi des sévices et a été battue par lui et sa belle-mère. Ces faits s'étant déroulés en 2013, nous n'avons plus de nouvelles de Sarah Maynard, et on espère que la situation s'est arrangée pour la jeune fille. Voilà pour cette affaire intéressante dans le sens où l'on retrouve encore un énergumène en Matthew Hoffman, passionné des arbres, qui finalement a satisfait des pulsions sous la panique comme il le décrit. Car effectivement, il est difficile de croire que seule la panique lui a permis de tuer de sang-froid de cette manière. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, ciao.